directrice générale des services, Madame Raphaël Simioni, qui n'a pu être présente pour l'ouverture de cette conférence, et vous remercier d'avoir répondu si nombreux à nouveau à cette conférence, puisque nous avons plus de 140 inscriptions pour ce temps d'ouverture sur des sujets de fond et d'actualité qui sont proposés par l'ensemble des directions générales. Alors peut-être quelques petites précautions d'usage avant de commencer cette conférence. Je voudrais vous rappeler que cette conférence est enregistrée. Donc je vous demande de bien veiller à couper vos micros et bien entendu à les rallumer lorsque vous voulez poser une question directement à Jean-Marie Guillon après son temps de présentation. N'hésitez pas également à les poser via le chat. Elles seront relayées par Anne-Sophie Brotteau, ce qui permet va modérer ce chat. Quelques éléments de contexte également avant de laisser la parole à Jean-Marie Guillon. Pour vous rappeler que cette conférence, nous l'avons inscrite donc sur la suggestion des directions de la région, dans le contexte évidemment particulier de la commémoration des 80 ans du débarquement de Provence, donc le 15 août prochain, et plus largement de la libération de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, c'est un événement qui est souvent en fait minoré. Pourtant, le 15 août 1944 est évidemment indissociable du débarquement du Normandie du 6 juin 1944 qui le précède, même si bien entendu la bataille qui ravage cette région pendant 2 mois est sans commune mesure avec celle que la Provence a connue. Alors en effet, la bataille de Provence, la libération de la Provence, s'est faite de manière beaucoup plus rapidement. Et c'est cette réussite, paradoxalement, qui dessert en fait cet événement dans la mémoire nationale, alors même que ce débarquement a bien joué un rôle décisif dans la libération de la Provence et au-delà dans la fin de la guerre. Un point important de ce débarquement que Jean-Marie Guillon aura l'occasion de souligner, c'est que effectivement les batailles de Marseille et Toulon ont été éclipsées par la libération de Paris. Et pour autant, comme la libération de Paris, elle revêt une importance militaire et politique incontestable du fait que ce sont les seules forces françaises, avec les bataillons venus d'Afrique et de l'Empire colonial, qui ont participé à cette libération. Et en ce sens, elle témoigne de la participation des Français à leur propre libération. D'ailleurs, cela n'aura pas échappé au général de Gaulle, qui aura salué cette libération lors de sa visite à Marseille le 15 septembre 1944 et qui en fait finalement une de ses principales caractéristiques au regard du débarquement de Normandie dont les Français sont presque absents. Voilà pour quelques éléments de contexte. Et évidemment, la conférence aura pour objet de répondre plus spécifiquement à quelques questions essentielles. D'abord, nous rappeler comment se sont déroulées les opérations du débarquement en Provence, quel rôle a joué la résistance intérieure dans la libération et le rétablissement de la République, comment la résistance en Provence s'est organisée sur l'ensemble du territoire régional et en quoi cette libération, en dépit des destructions, des régressions matérielles et morales, a suscité un immense espoir. Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité M. Jean-Marie Guillon, professeur des universités émérites de l'Université d'Aix-Marseille, que je remercie infiniment donc, pour sa présence aujourd'hui, car je ne doute pas que dans les mois et les semaines qui s'annoncent, son agenda va être bien chargé. Qui est donc historien de la France des années 1940 et plus particulièrement de la Provence contemporaine, qui a dirigé de nombreux travaux, et notamment l'un des contributeurs principaux du dictionnaire historique de la résistance, paru chez Robert Laffont en 2021 sous la direction de François Marcot. Également, j'aimerais insister sur le fait qu'il a assuré la direction scientifique du site Repère Méditerranéen, qui a été financé par la région, également avec l'INA, qui est devenu aujourd'hui Sudorama et que je vous invite vivement à consulter, qui est en accès sur notre site aussi Connaissance du territoire et qui est consacré en fait au panorama, des fresques à partir d'archives audiovisuelles de l'histoire contemporaine de la région qui s'inscrit donc parfaitement dans la connaissance du territoire que nous promouvons par ailleurs. Que dire de plus avant de vous céder la parole? Peut-être également que vous êtes membre de divers conseils scientifiques et vous présidez notamment celui du mémorial du débarquement et de la libération de la Provence à Toulon et que vous êtes membre du conseil scientifique du 80e anniversaire de la libération, ce qui vous qualifie pleinement
pour cette conférence. Je vous remercie infiniment et je souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Bien, bah écoutez, je me remercie moi de votre invitation. Je suis très heureux de parler de ce sujet qui évidemment va nous occuper pendant tout cet été. Vous avez très bien introduit la chose. Les événements de Provence n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent dans l'histoire et la mémoire nationale. Je ne dis pas ça par une espèce de chauvinisme provincial un petit peu sot, mais tout simplement parce que je crois que c'est la réalité. Vous l'avez dit, le débarquement du 15 août est oblitéré, recouvert par celui de Normandie. On le voit très bien dans les médias, c'est très clair depuis d'ailleurs pas mal d'années. La libération de Paris oblitère la libération de Toulon et de Marseille, mais même plus généralement, lorsque l'on regarde les événements qui ont ensanglanté notre région avant le débarquement, je veux dire la répression de la résistance sur laquelle je reviendrai, on voit très bien qu'on parle toujours des mêmes affaires, et on a raison, Vercors, Oradour, c'est parfait, il faut, c'est absolument emblématique, mais au-delà de ces affaires, c'est en fait toute la Provence, y compris la nôtre de région, c'est toute la province qui a été touchée par une répression qui a été une répression sauvage. Alors, revenons sur ces événements. Comme j'ai l'habitude de le dire, le débarquement en Méditerranée, il est second, mais il n'est pas secondaire, et on va essayer de le montrer. Et surtout, il n'est pas séparable du débarquement de Normandie. Et je suis toujours un petit peu irrité, et parfois chagriné, surtout lorsque je vais en Normandie, de voir que le débarquement en Méditerranée est quelque peu oublié. Alors, mon exposé va être organisé en 3 points. Le premier point, c'est justement pour justifier cette affirmation qu'il ne faut pas séparer les 2 débarquements. Il y a plusieurs raisons pour cela que je vais essayer de vous présenter. Mon deuxième point, ça sera pour montrer combien le débarquement en Méditerranée a été essentiel dans la libération de la France. Et mon troisième point, c'est pour dire, mais vous l'avez signalé, vous avez eu raison, que les batailles de Toulon et de Marseille, c'est-à-dire les véritables batailles de la campagne de Provence, sont absolument essentielles pour comprendre comment la France de pays vaincu est devenue un pays parmi les vainqueurs signataires de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Donc, mon premier point, c'est débarquement de Méditerranée, et on peut passer peut-être à la première diapo, si vous voulez. Cette carte, c'est la carte que le général de Gaulle a publiée dans ses mémoires de guerre, une carte assez intéressante, assez bien faite, encore que, comme vous le voyez, il semblerait que dans notre région, il n'y ait aucun maquis, ce qui déjà est symptomatique du peu de cas que l'on fait pour la résistance régionale. Le débarquement en Normandie du 6 juin 1944 n'est pas séparable du débarquement de Provence. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce qu'ils ont été préparés ensemble. Les 2 débarquements ont été combinés d'emblée dans les conférences internationales de 1943 comme devant être simultanés. Et en particulier, cela a été confirmé à la conférence de Téhéran de la fin novembre 1943. Il s'agissait d'une opération qui visait évidemment à disperser les forces allemandes, à les prendre en tenaille entre le Marteau, la Normandie, et l'Enclume, Anneville, en Provence. Certes, les événements ont fait que l'état-major du général Eisenhower, qui commande le front ouest, a été obligé de découpler les 2 débarquements. Les raisons de ce découplage, elles sont logistiques. Elles sont logistiques parce que dans la préparation des plans, on décide d'augmenter le nombre de forces débarquées en Normandie, ce qui demande des
moyens de débarquement que l'on ne peut pas consacrer à la Provence en même temps. C'est l'une des raisons de ce découplage qui a lieu au mois de mars 1944. Mais l'opération de Provence n'est pas abandonnée. Elle n'est pas abandonnée pour deux raisons principales sur lesquelles je reviendrai. La première raison, c'est que l'état-major américain a absolument besoin des ports de la Méditerranée pour alimenter son armée en matériel et en hommes une fois le débarquement réalisé, et que d'autre part, le débarquement en Méditerranée, c'est le moyen d'utiliser les divisions françaises, l'armée française, dans les combats, ce qui est aussi nécessaire aux yeux de l'état-major américain. Et donc le débarquement en Méditerranée est maintenu malgré l'opposition incessante de Churchill, des Britanniques, à ce débarquement, les Britanniques ayant souhaité plutôt qu'on mette le paquet en Italie afin de libérer les Balkans, qui était leur principal objectif stratégique. Donc, en dépit de cette opposition, les Américains ont maintenu le débarquement en Méditerranée comme une opération complémentaire au débarquement de Normandie, même si en éloignant l'un de l'autre, évidemment, l'effet de tenaille que l'on avait projeté n'a plus vraiment lieu d'être. Donc, première raison qui fait que ces deux débarquements ne peuvent être séparés, c'est celle-là. La deuxième raison, c'est que pour la résistance régionale, et on peut passer sur la deuxième diapo si vous voulez, pour la résistance régionale, le combat ouvert pour la libération, il ne commence pas le 15 août. Il commence, comme dans les autres régions de maquis, de forte résistance de France, le 6 juin 1944. Pourquoi ce combat ouvert commence-t-il le 6 juin? Mais tout simplement parce que l'ordre de mobilisation générale a été donné, à l'insu d'ailleurs des Français, par le commandement américain des opérations, mais surtout dans notre région et dans la région voisine des Alpes, ce qu'on appelle la R1 pour la région Rhône-Alpes et la R2, c'est la Provence. Dans ces deux régions, les missions qui ont été parachutées par Alger, mission qu'on appelle mission R1 et la mission R2, avant le 6 juin, ont dit au chef de la résistance régionale que les deux débarquements auraient lieu en même temps. Par conséquent, la mobilisation de la résistance dans notre région est particulièrement forte. Au 6 juin, ou plus exactement au 7 juin, ce sont dans notre seule région, dans les 6 départements de la région RE2. La RE2 correspond à la région administrative d'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un rapprochement tout à fait intéressant, significatif. Dans cette région, comme dans la R1, ce sont des milliers d'hommes, je dis bien des milliers d'hommes sans aucune exagération, qui prennent les positions de combat qui leur ont été assignées auparavant. Alors là, dans la diapo, je vous ai mis deux illustrations de cette résistance et la presse clandestine. Un journal local, le Patriote Martiguais, parce que pour montrer qu'il y a aussi une presse, une propagande locale, c'est un journal de la résistance communiste, et puis le principal journal clandestin de la région, qui lui a une audience régionale, qui est le journal des mouvements unis de la résistance ou mouvement de libération nationale, c'est la même chose, c'est Provence Libre, avec ce très beau bandeau représentant la Sainte Victoire, en rappelant la victoire évidemment contre les Cimbres, contre les populations dites barbares à l'époque, contre les Cimbres et les Teutons. Je reviens à mon propos. Au 6 juin, et on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, au 6 juin 1940, à partir du 7 juin 1944, la résistance dans nos RE1 et RE2, vous avez là les cartes, se mobilise. Elle se mobilise soit en constituant
des maquis, de nouveaux maquis qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà, soit en constituant des concentrations maquisardes à certains points. Vous avez dans la diapo, vous voyez l'une des illustrations de cette concentration maquisarde qui a lieu au nord de Toulon, dans le plateau de Soublan, entre Toulon et Signes. Une deuxième concentration maquisarde importante a lieu dans la chaîne des côtes, entre Lambesc et la Roque d'Enterron. Ces concentrations maquisardes, qui sont absurdes, si on oublie que ces résistants qui se réunissent là à plusieurs centaines attendent le débarquement en Méditerranée et attendent des parachutages et des renforts. Par conséquent, ces concentrations qui sont absurdes si on ne sait pas ça, elles s'expliquent précisément par cette certitude que le débarquement en Méditerranée aurait lieu. L'autre lieu de concentration important, c'est la haute vallée de l'Ubaye, autour de Barcelonnette, où là, nous avons une zone insurgée, toujours dans la même perspective. Et puis, dans à peu près toutes les communes qui ont un groupe de résistance, ce groupe de résistance prend des emplacements dits de guérilla. Et à côté de cette mobilisation, qui est tout à fait impressionnante, il y a évidemment les sabotages. C'est la mise en place de ce qu'on appelle le plan vert. Le plan rouge, c'est la mobilisation de la résistance. Le plan vert, ce sont les sabotages. Et là, je vous ai mis un extrait de sabotage tel qu'on le trouve dans les archives, évidemment, de gendarmerie ou de police, qui signale en particulier combien, et on comprend facilement pourquoi, la ligne principale où se concentrent les sabotages, c'est la ligne Paris-Lyon, Marseille, Nice, qui est la grande voie évidemment de circulation. Cette résistance qui s'est mobilisée massivement, elle ne voit pas arriver le débarquement en Méditerranée. Elle ne voit pas arriver les parachutages promis, ou en tout cas beaucoup moins que ce qui avait été annoncé. En revanche, ce qu'elle voit arriver, diapositive suivante s'il vous plaît, ce qu'elle voit arriver, ce sont les Allemands. Les Allemands s'attendaient à un débarquement en Méditerranée en même temps que le débarquement en Normandie. Et ils ont mis 24 heures avant de commencer à réagir. Et à partir du moment où ils ont l'impression qu'il n'y aura pas de débarquement en Méditerranée, ils s'attaquent notamment aux concentrations maquisardes ou aux localités qui ont été occupées par la résistance à partir du 7 juin, Valréas, Fort-Calquier, Manosque, Ops dans le Haut-Var. C'est Fort-Calquier qui est première commune touchée par cette répression. Cette répression, vous le voyez à travers les chiffres que j'ai mis, elle va occasionner plus de 100 morts dans les Bouches-du-Rhône, notamment dans le pays d'Aix. Le pays d'Aix, et notamment la chaîne des côtes, entre Lambesc et la Grande, connaît l'un des drames de la résistance les plus tragiques de toute la résistance française, dont personne ne parle, qui est complètement oublié de la mémoire nationale, puisque en l'espace de 24 heures, entre le soir du 12 juin et le matin du 13 juin, ce sont plus de 80 résistants qui sont soit abattus, soit fusillés par les Allemands entre Lambesc, la Roque d'Enterron, Charleval. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la répression a été terrible et elle a des conséquences extrêmes sur la résistance, démoralisation, interrogation, dissension entre résistants. Et de ce fait, d'ailleurs, on va voir qu'au 15 août, il y aura une mobilisation immédiate moins massive qu'au 6 juin. Et on comprend pourquoi. Alors, je vous ai mis là d'autres documents. Massacre à Saint-Martin-de-Brome. Là, ce sont 15 jeunes du Var qui remontaient pour gagner le maquis et qui ont été pris par les Allemands, ou du moins par les auxiliaires allemands.
un monument que vous connaissez peut-être entre Rognes et Aix-en-Provence, qui est le monument érigé à la mémoire d'une résistante, grande résistance, Madame Rébaud, qui habitait dans le Luberon, à la Motte d'Aigues, et qui a été arrêtée au mois de juin, toujours dans cette suite répressive que je viens d'évoquer. Et puis, ce que le Petit Parisien du 16 juin publie, des bandes terroristes se disant patriotes français, mais pour la plupart composés d'individus d'origine étrangère, bien entendu. Hein, la faute, c'est toujours c'est la xénophobie et le racisme bien connus, et du régime de Vichy et des nazis, je n'y reviens pas, à la solde des bolcheviks, évidemment, tentent d'instaurer l'anarchie en France, etc. Et là, on se targue d'avoir abattu à Vaison-la-Romaine, à Saint-André-les-Alpes, et puis vous voyez le 12 juin, 180 morts. Alors là, il y en a que, si je puis dire, 85, mais là, c'est 180 qui sont annoncés au nord-est de Lambesc et 110 à Valréas, 53 victimes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Cette répression, elle va se poursuivre durant toute la période qu'il y a entre le mois de juin et le mois d'août 1944. Pour nous, évidemment, c'est une période qui paraît très courte pour les résistants, pour tous les résistants que je connais, que j'ai eu l'occasion de connaître. Ça a été une période extrêmement longue. Je n'en connais pas un seul qui ne m'ait pas dit qu'il s'attendait à être arrêté à tout moment. La répression a continué, elle a été lourdement payée, et là, vous avez en particulier une vue du charnier de Signes, où ont été fusillés en 2 fournées, le 18 juillet 1944 et le 12 août 1944, une partie de l'élite de la résistance provençale. Tout le comité départemental de libération des Basses-Alpes et une partie des chefs de la résistance régionaux ou marseillais. On pourra, si vous voulez, y revenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Évidemment, la répression, pour les résistants, elle était le fait de la Gestapo ou des SS. Alors, en Provence, il n'y a pas de SS. Il n'y a pas d'unité de SS en Provence. La répression, elle est le fait de l'armée allemande et de la Gestapo et de la police allemande qui l'accompagne, bien entendu. Alors, ou des polices, parce qu'en fait, il y a plusieurs polices allemandes. Et parmi les éléments de l'armée allemande, je dis bien de l'armée allemande, j'ai pu mettre en évidence, c'est l'un de mes apports à la connaissance de cette histoire, le rôle absolument terrible d'une unité dont vous avez ici la photo d'un élément qui s'appelle la 8e compagnie de la division Brandebourg, qui est une unité spécialisée dans l'infiltration de la résistance. Et cette unité est composée, les hommes que vous voyez là, sauf l'officier qui est avec les lunettes, les hommes que vous voyez là, ce sont de jeunes Français qui se sont engagés dans cette division spéciale de l'armée allemande, qui est une division composée par conséquent de traîtres et de tueurs, associés à peu près à tous les crimes, principaux crimes qui ont été commis dans notre région, Saint-Saturnin-les-Alpes, dont vous avez le monument, drame du 1er juillet, ou bien encore, c'est leur dernier crime dans la région. La photo du bas, c'est Aix-en-Provence, sur la route entre Aix et le Toulonnais. C'est l'exécution de 5 résistants ou sympathisants de la résistance d'Aix-en-Provence le 17 août 1944. Voilà pour mon premier point. Vous comprenez pourquoi je voulais absolument vous dire combien on ne pouvait pas, parce qu'ils avaient été préparés ensemble et parce que la résistance avait lourdement payé sa mobilisation au moment du 6 juin, qu'on ne pouvait pas dissocier débarquement en Normandie et débarquement en Provence. Mon deuxième point, c'est le débarquement proprement dit, avec l'objectif de vous dire combien il était important pour la libération de notre pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'armée allemande qui occupe notre région, elle est composée de 2 corps d'armée, dont
le siège pour le 62e corps d'armée est à Draguignan, qui chapeaute deux divisions, une qui occupe les Alpes-Maritimes, la 148e division d'infanterie allemande, et l'une qui occupe le Var, la 242e, qui va donc subir le débarquement. Et puis vous avez un autre corps d'armée qui est le 85e corps d'armée allemand, dont le QG est au Taillade, près de Cavaillon, et qui, elle, contrôle la basse vallée du Rhône et la région de Marseille. Le tout est chapeauté par la 19e armée allemande qui couvre tout le littoral méditerranéen et dont le QG a été porté de Marseille à Avignon et Villeneuve-les-Avignon. Donc voilà quel est le dispositif de l'armée. C'est une armée qui est assez faible, même si elle comprend évidemment plusieurs milliers d'hommes, sur la région une trentaine de milliers d'hommes. Elle est assez faible parce qu'elle n'a pas beaucoup de réserves, elle n'a pas de couverture aérienne, ses forces maritimes ont été extrêmement touchées par les bombardements que la région a connus, en particulier depuis la fin avril, qui a été tragique pour la population civile. Je rappelle au passage, mais vous le savez sans doute, que Marseille est la ville de France qui a connu le bombardement le plus meurtrier, avec près de 2000 morts le 27 mai. Toulon étant la ville de la région la plus bombardée, Avignon, Arles n'étant évidemment pas en reste, Nice également. Cette armée allemande, donc, elle a des faiblesses. Certaines de ses troupes, notamment les troupes blindées, ont été envoyées en Normandie. Il n'en reste pas moins qu'elle est là, qu'elle est évidemment en place, qu'elle s'attend à un débarquement en Méditerranée depuis très longtemps. On l'attendait en 1943 et elle a profité en quelque sorte du temps passé pour construire ce qu'on appelle le mur de la Méditerranée. Ce n'est pas l'équivalent du mur de l'Atlantique, mais enfin, il n'est pas négligeable. Vous avez là un élément à Marseille de ce mur anti-char qui a été constitué. Diapo suivante, s'il vous plaît. Autre élément de ce mur de la Méditerranée, bien en face de l'archipel du Frioul, une batterie. Un peu plus haut, c'est la plage de Carqueiranne avec des éléments anti-débarquement. Et puis, on voit sur l'autre photo les travailleurs annamites, indo-chinois, en fait, des soldats de l'armée française faits prisonniers ou démobilisés et qui sont employés dans des unités de main-d'œuvre. Ils sont là en train de mettre en défense la plage de Saint-Cyr-les-Lecs. Donc, il y a un mur de la Méditerranée qui n'est pas un mur tout à fait négligeable, avec un nombre de points d'artillerie qui est tout à fait consistant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Évidemment, les Allemands ont prévu de détruire les ports de la Méditerranée, car ils savent très bien que l'objectif d'un débarquement, s'il a lieu, ça sera le contrôle des ports. Et notamment, ils ont prévu la destruction de Marseille. Elle aura lieu plus tard, elle aura lieu le 21 et le 22 août. Mais vous voyez que la résistance est informée que cette préparation est en place. Les ports sont minés d'ailleurs par avance. Et c'est la raison pour laquelle Alger a fait parachuter dans la région, et notamment à Marseille et à Toulon, une mission anti-sabotage pour essayer d'empêcher, si possible, ça ne sera pas le cas, le dynamitage des deux ports. Diapo suivante, s'il vous plaît. La résistance, l'un de ces aspects que l'on oublie souvent, parce qu'il n'est pas spectaculaire, c'est son action de renseignement. Elle est, pour notre région, tout à fait considérable. Il y a un très grand nombre de réseaux de renseignement, soit reliés aux services britanniques, soit reliés aux services américains, soit reliés aux gaullistes de Londres ou aux moins gaullistes d'Alger. Enfin, il y a quantité de réseaux de renseignement qui envoient les éléments que vous avez là, au bas de la diapo. Vous avez le premier élément, c'est-à-dire un de ces bulletins sur du papier cigarette
qui relève ici les mouvements du port de Saint-Tropez. Ces documents, normalement, doivent être détruits. Les renseignements qu'ils fournissent sont centralisés et donnent lieu aux documents que vous avez à droite de la diapo, qui est un extrait d'un gros rapport préparé par le réseau FE2, qui est un réseau tout à fait important de la région, et qui est un document qui n'a pas pu partir parce qu'il est arrivé trop tard. Il est daté du 9 août 1944. Et puis parfois, il y a des cartes comme celle des plages de Marseille que vous avez au-dessus. Donc, cette action de renseignement, elle est considérable. Elle va jouer un rôle, évidemment, dans la réussite du débarquement. C'est évident. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'autre élément d'information des Alliés, c'est la photographie aérienne. Vous savez que c'est au cours d'une de ces missions que Saint-Exupéry a été abattu et qu'il est mort. Et là, vous avez la photo aérienne de Saint-Raphaël, que vous avez au bas de la photo. On voit le port de Saint-Raphaël, et Fréjus, qui est un peu plus haut. Et vous voyez le long de la plage de Fréjus, des traits blancs, c'est l'emplacement de la base aéronavale de Fréjus, qui est évidemment un point stratégique tout à fait essentiel. À noter que cette plage de Fréjus, c'est la seule plage où le débarquement du 15 août va échouer. Car là, on est au débouché de la vallée de l'Argent, c'est à peu près la seule grande plage qu'il y a dans le secteur, et donc les Allemands l'ont particulièrement miné et défendu, et par conséquent, les troupes américaines qui devaient y débarquer n'ont pas pu le faire, ont été reportées sur la plage du Dramont, qui, elle, avait été libérée auparavant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette préparation, ces renseignements, ils servent à l'armée libératrice à composer ces cartes Bigot, et vous voyez celles qu'ont utilisées les unités qui vont débarquer dans la zone, par conséquent, qui sera concernée par le débarquement du 15 août. Là, nous sommes, vous voyez la presqu'île de Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez sur la carte de gauche. Et là, vous avez la plage de Pampelonne qui est également très bien située. Par conséquent, le débarquement en Méditerranée est préparé de façon extrêmement précise. C'est une opération qui est lourde. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qui est lourde, beaucoup plus difficile à réaliser que le débarquement de Normandie d'un point de vue acheminement des troupes, puisque là, les distances sont beaucoup plus grandes et que ces troupes arrivent d'Italie du Sud, de Corse, d'Afrique du Nord, et il faut qu'elles convergent en même temps sur nos côtes, en essayant évidemment de tromper l'adversaire. Il y a une manœuvre de diversion vergène. Il y a également d'autres éléments de diversion. En réalité, les Allemands sont préparés, s'attendent à ce débarquement, et d'ailleurs, ils s'y attendent tellement que le 9 août, alors que le convoi libérateur vient à peine de commencer à se déplacer, Hitler donne aux garnisons allemandes de Marseille et de Toulon l'ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. C'est donc il est bien clair au plus haut niveau du commandement allemand que l'on s'attend désormais à ce débarquement. Ce débarquement, vous le savez, là je vais aller très vite, on y reviendra si vous le souhaitez, il a lieu entre le Lavandou et Saint-Raphaël. Alors, pourquoi choisir une zone qui, a priori, n'est pas une zone favorable du tout? Eh bien, précisément parce qu'on se dit que c'est là que les défenses allemandes sont les plus faibles. Ce n'est pas faux. L'autre raison, c'est aussi que cette zone échappe à l'artillerie de Toulon, et notamment à l'énorme canon l'énorme batterie de 340 du Cap CP. La troisième raison, c'est que, en dépit d'une côte défavorable, rocheuse, petite plage, etc., et en dépit du fait que cette côte donne immédiatement sur le massif des Morts, et le massif des Morts, à l'époque,
n'a que de petites routes tortueuses, il n'est pas facile à traverser du tout. En dépit de ce fait-là, c'est le moyen le plus rapide pour accéder à la Nationale 7. Et la Nationale 7, c'est le premier objectif stratégique des Américains. Pourquoi c'est essentiel? Parce que la Nationale 7, c'est ce qui permet d'accéder à la vallée du Rhône au plus vite. C'est une voie de passage évidente, mais et donc un objectif stratégique essentiel. C'est la raison pour laquelle le débarquement proprement dit, qui a lieu sur la côte varoise, qui est effectué par 3 divisions américaines de la 7e armée américaine. Ces 3 divisions composent le 6e corps d'armée américain. Ces 3 divisions, quand elles débarquent à 8 heures du matin, elles ont été précédées d'abord dans la nuit par des actions de commando pour prendre autant que possible les îles d'Hierre, ça ce sont les Canadiens et les Américains qui s'en chargent, une opération de commando absurde à mon avis, et j'y reviendrai si ça vous intéresse, qui a lieu à la limite des Alpes-Maritimes et du Var, et qui est un échec parce que les pauvres gars du groupe naval d'assaut tombent sur un champ de mines, et une action tout à fait importante par les commandos d'Afrique au Lavandou pour s'emparer de la batterie du Cap Nègre qui peut menacer évidemment la zone de débarquement. Mais les troupes débarquées sont précédées également, et c'est la tâche que vous avez autour du MUI, par une grande opération aéroportée, le largage dans la journée du 15 d'à peu près 9 à 10 000 hommes, soit par planeur, soit par parachute, pour contrôler le carrefour du MUI, donc la Nationale 7, et se rapprocher du QG du 62e corps d'armée, qui est à Draguignan. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette opération de débarquement et de parachutage est une réussite inespérée. Les troupes allemandes sont submergées. Lorsque je dis troupes allemandes, ce sont des troupes qui ne sont qu'en partie allemandes. Car en effet, dans la zone de débarquement, notamment dans le secteur de Saint-Tropez-Cavalère, les troupes qui défendent le secteur sont en fait des troupes dites allogènes, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'anciens prisonniers soviétiques récupérés par l'armée allemande, et notamment d'Arméniens. Ces Arméniens ont été contactés depuis des mois par la résistance française, en fait, qui comprend évidemment des Arméniens dans ses rangs, et leur morale est évidemment assez bas, donc pas envie de se faire tuer pour leur maître, et un certain nombre d'entre eux vont combattre aux côtés de la résistance dans les combats de la libération. Donc, l'armée allemande est submergée, l'excellence de la préparation, évidemment, joue un rôle. Les Américains qui débarquent sont tout étonnés, et on le voit sur la photo, c'est une photo très connue, c'est la rencontre des soldats américains débarqués à Pampelonne, donc sur la commune de Ramatuelle, avec des résistants tropéziens. Donc celui qui a le bandeau est un personnage tout à fait important de la résistance. Il s'appelle Jean Despas, c'est vraiment un des héros de la résistance locale. On pourrait y revenir. Les Américains sont tout étonnés de trouver des FFI partout, des résistants partout, qui font ce qu'ils peuvent avec le peu d'armes qu'ils ont, qui les guident, en tout cas qui les renseignent, qui les aident. Cette réussite est telle que dès le 18 août, Raymond Aubrac, commissaire régional de la République, peut débarquer à Saint-Tropez, et c'est de Saint-Tropez qu'il lance sa première proclamation à la population provençale, lui qui représentera pendant plusieurs semaines le pouvoir d'État avec tous les pouvoirs de l'État. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'armée américaine, je l'ai dit, son objectif stratégique, c'est la Nationale 7. C'est elle qui libère l'arrière-pays provençal avec les résistants, notamment, et je signale que Draguignan, préfecture du Var, et QG du 62e corps d'armée, s'est libéré. La ville a été libérée par la résistance et les gendarmes qui étaient rassemblés. Donc, on voit que toutes les 3 divisions américaines se déploient dans l'arrière-pays. La 3e division américaine qui a débarqué à Cavalère, elle
elle suit la nationale 7, c'est elle qui va libérer Aix-en-Provence et qui va aller ensuite vers Cavaillon et Avignon. Elle arrivera le 25 août. La 45e division américaine qui a débarqué à Sainte-Maxime, elle, parallèlement, libère la vallée de la Durance et va vers le Luberon. Et la 36e division américaine qui a débarqué à Saint-Raphaël suit en réalité une unité mobile qu'on appelle la Task Force Butler, qui, sachant que la résistance tenait tout l'arrière-pays alpin, a foncé dès le 19 août vers Digne, puis Gap, et a contribué largement d'ailleurs à la libération de ces deux villes avant de recevoir l'ordre de se replier sur la vallée du Rhône, donc sur la Drôme, où elle va participer aux très dures batailles de Montélimar et de Valence entre le 25 et le 28 août 1944. Diapo suivante, s'il vous plaît. Évidemment, l'accueil est enthousiaste partout. Là, c'est une photo, mais on a ça partout dans tous les villages. Ce sont les Américains qui arrivent à Tourves, près de Brignoles, qui sont accueillis par la population. On a des signes tangibles de cet enthousiasme qui sont parfois rigolos. Le secrétaire de mairie de Salon de Provence ne trouve rien de mieux que de dessiner un drapeau tricolore et une croix de Lorraine dans la séance de délibération du 22 août 1944. C'est quand même pas ordinaire. Et puis, un de mes étudiants a trouvé dans une poubelle à Aix cet agenda d'une brave femme qui n'est absolument pas une résistante, elle est confite en dévotion, c'est superstitieuse. Enfin, Et vous voyez que pourtant, le 21 août, elle ne peut pas s'empêcher, dans cette espèce de désordre d'écriture, à saluer l'entrée des Américains et à dessiner un drapeau tricolore. Ce sont des documents tout à fait significatifs et émouvants des sentiments de la population ordinaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. La libération le débarquement en Méditerranée, suivi par la délibération de l'arrière-pays et l'avancée dans la vallée du Rhône, est essentiel, puisqu'il a contraint Hitler à ordonner le repli de ses troupes qui se trouvent dans la partie méridionale de la France. Si la France est aux 2/3 libérée à la mi-septembre, lorsque les armées débarquées en Méditerranée et les armées débarquées en Normandie se rejoignent en Bourgogne, c'est en très grande partie grâce au débarquement en Méditerranée, et c'est donc une excellente raison pour considérer qu'il n'est pas ce débarquement secondaire du tout. Imaginons simplement qu'il n'ait pas eu lieu, qu'il n'y ait eu que le débarquement en Normandie. Vous imaginez aisément ce que ça aurait pu coûter en destruction, en pertes humaines, car les combats auraient duré des mois, en particulier dans tous les réduits où les Allemands auraient pu se concentrer, et en particulier dans le réduit alpin. Il se serait passé chez nous ce qui va se passer en Italie du Nord, qui va subir une occupation terrible entre l'été 1944 et avril 1945, date de la libération de l'Italie du Nord. Je passe maintenant à mon troisième moment. Je vois que le temps s'écoule, et il est donc temps d'arriver à mon troisième point, c'est les batailles de Toulon et de Marseille. Là, vous avez un plan assez précis de la bataille de Toulon. Cette bataille de Toulon, elle est essentielle parce que c'est les Français qui la mènent seuls. Jusqu'à présent, les opérations dont j'ai parlé, elles sont majoritairement américaines, très majoritairement américaines. Le débarquement proprement dit, il est américain, principalement. Les Français ne débarquent pas le 15 août. Les Français débarquent à partir du 16 août 1944, au fond du golfe Saint-Tropez et à Cavalère, la Croix-Valmer.
Ces Français qui débarquent composent le deuxième corps d'armée de l'armée américaine. L'armée de Lattre, l'armée B, la première armée française, on va l'appeler un peu plus tard, elle est en fait un corps d'armée de l'armée américaine. Ce sont d'ailleurs les Américains qui l'équipent entièrement. Le partage des tâches entre les deux corps d'armée fait que les Américains, comme je l'ai dit, ont pour objectif la nationale 7 de la vallée du Rhône, remonter au plus vite, évidemment, vers le nord, et aux Français sont affectés les deux autres objectifs, c'est-à-dire s'emparer des ports de Toulon et de Marseille. Et là, les Français sont seuls. C'est pourquoi ces batailles sont absolument essentielles. Ces ports, comme je l'ai dit, les Allemands ont l'ordre de les tenir jusqu'à la dernière cartouche. Il faut donc s'attendre à une bataille dure. Et la bataille de Toulon et la bataille de Marseille, mais particulièrement la bataille de Toulon, vont être dures. Elles vont être gagnées par les troupes françaises, mais ce sont des batailles dures. Ce ne sont pas des parties de plaisir. Les Français ont pris le relais des Américains sur la vallée du Gapot à partir du 19 août. Qui sont ces Français? Ce sont les éléments, les premiers éléments de 3 divisions qui sont incomplètes. C'est la raison pour laquelle le général Patch, commandant de la 7e armée américaine, a pressé de Lattre d'envoyer ses hommes au plus tôt sans attendre d'avoir des effectifs complets. La première division en place, c'est la première division française libre, donc d'origine gaulliste, France libre, qui va opérer à Hyères, qui va attaquer par Toulon, par Hyères, et ensuite le littoral, qui va se heurter à des défenses vraiment acharnées de la part des Allemands, qui va mener de très durs combats jusque dans les faubourgs de Toulon. Elle est relayée au nord par la 9e division d'infanterie coloniale, qui composait là en particulier le tirailleur dit sénégalais, et qui, elle, va livrer bataille, une bataille très dure autour de Soliesville, Soliespont, Lafarlède. Elle est appuyée par des éléments blindés, dont certains vont s'avancer jusqu'à Lavalette et seront encerclés d'ailleurs plus d'un jour dans Lavalette. Et la 3e division d'infanterie algérienne, du général de Montsabert, elle va recevoir l'ordre de contourner, d'encercler le camp retranché de Toulon, ce sont les flèches vertes, ce qu'elle va opérer par le nord, par Signes en particulier, et l'idée de génie de Montsabert, qui va forcer la main à Delattre, c'est qu'il va pousser en même temps ces éléments, après s'être emparé du carrefour du camp, où il y a eu une bataille non négligeable, il va lancer des éléments en même temps vers Aubagne. Mais revenons sur la bataille de Toulon. La bataille de Toulon est une bataille très dure. Elle est menée par conséquent par les éléments de ces 3 divisions. Et les premiers, avec la de points, chose qui est peu connue, de FFI, de résistants, qui se sont insurgés dans Toulon, qui font le coup de feu dans Toulon, autour du boulevard de Strasbourg, dès le 20-21 août, seuls, et ils ne sont rejoints par les troupes débarquées que le 23 août. C'est à ce moment-là que les éléments de la 3e DIA et le bataillon de choc, qui jouent un rôle essentiel dans la bataille de Toulon, arrivent place de la Liberté, c'est-à-dire au cœur de Toulon, là où est installé le PC du commandement FFI. La bataille de Toulon va durer encore plusieurs jours, car il faut réduire les forts un à un, et ce n'est pas simple. L'amiral Rufus, qui commande le camp retranché, se replie dans la presqu'île de Saint-Mandrier et il capitule finalement le 27 dans la nuit, il rend les armes le 28. Dès le 27 août, le général Delattre a pu défiler dans Toulon. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Et pendant ce temps, à Marseille, évidemment, la résistance est en place, encore plus qu'à Toulon. Elle est présente au centre-ville et dans les faubourgs. Elle mobilise ces éléments, les éléments qu'elle a, qui sont des éléments extrêmement divers, où l'on trouve à la fois les étrangers des FTP-MOI, mais aussi des éléments des milices socialistes, mais aussi des éléments des groupes francs des mouvements unis de la libération, et puis d'autres éléments qui rejoignent évidemment les groupes organisés. Il est à noter qu'à Marseille en particulier, mais également à Nice, et puis à Arles, ville qui va se libérer également elle seule, on l'a vu à Draguignan, je l'ai dit à Toulon, la résistance a fait le coup de feu avant que les Allemands n'évacuent la ville et avant que n'arrivent les troupes débarquées. Sont à peu près les seules villes avec Paris où ce qu'on a appelé l'insurrection nationale a eu véritablement lieu. Diapo suivante, s'il vous plaît. La bataille de Marseille, elle commence par la bataille d'Aubagne, 21-22 août, qui est une bataille qui est le principal point de défense, la clé évidemment de la conquête de Marseille. Elle est opérée, comme je l'ai dit, par la 3e DIA, les tirailleurs algériens. Ce sont eux qui pénètrent dans la ville par les 5 avenues et le boulevard qui s'appelle aujourd'hui boulevard de Montsabert et boulevard de la Libération et qui aboutit au Réformé puis à la Canebière, pénètrent dans la ville dès le 23 août. Les choses sont allées tellement vite que les Allemands n'ont pas eu le temps d'organiser, comme à Toulon, des lignes de défense. Ils vont très rapidement se retrancher dans des points forts, dans des batteries en particulier, au Cap Janet évidemment, où est installé le général Schaeffer qui commande la garnison. Mais c'est une défense, si vous voulez, qui est désorganisée. Les batailles pour réduire, là aussi, comme à Toulon, comme les forts à Toulon, un à un, les points d'appui allemands, les batailles seront compliquées, mais il n'y a plus de défense organisée. D'ailleurs, dès le 23, Schaeffer a essayé de négocier une trêve avec de Montsabert qui a refusé la trêve. Les troupes allemandes sont en grande partie démoralisées, ce qui n'empêche pas de très très durs combats. Les combats sont menés donc principalement par les unités blindées et les tirailleurs algériens, et puis surtout, c'est eux qui vont avoir les plus de pertes, les Goum, les Tabors, qui font la conquête du nord et du sud de Marseille, hein, des collines qui entourent Marseille, et ce sont ces Goum que l'on voit débarquer dans le Var, passer le long de la corniche des morts. Le général Schaeffer finit par accepter sa reddition, admettre sa reddition, et cette reddition, elle a lieu en même temps que celle de Toulon. Alors, pour en revenir sur les batailles de Marseille et Toulon, je suis allé assez vite. Que retenir de ces batailles? Ces batailles, elles sont menées d'abord essentiellement par les forces françaises. Et les forces françaises dans toute leur diversité. Diversité de l'armée débarquée, de l'armée de Lattre, où on a des unités venues de tout l'empire colonial, unités d'Afrique noire, unités d'Afrique du Nord, Corses mobilisés comme les Européens d'Afrique du Nord, les Français d'Afrique du Nord ont été mobilisés, hommes des Antilles, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment une diversité extrême et tout ce qui vient de l'empire colonial a joué un rôle essentiel, je l'ai évoqué. Diversité de la résistance, je l'ai évoqué pour Marseille, on pourrait dire à Toulon, même si c'est à une moindre échelle. Ces deux batailles, c'est la première grande manifestation d'une France qui participe elle-même à sa libération. Et c'est la raison pour laquelle ces deux batailles sont tout à fait essentielles pour la suite. La campagne de l'Alsace va évidemment le confirmer, mais elle montre combien les Français ne sont pas les Italiens. Alors je dis ça pourquoi? Parce que lorsqu'on lit les souvenirs des officiers américains qui ont débarqué en Méditerranée, partout, tous, ils sont surpris
de trouver une situation qu'ils n'ont pas connue en Italie, où ils avaient une population qui était une population, je ne dis pas hostile, mais qui était une population qui les a peu aidés. Alors que là, ils ont de l'aide partout. Et ils sont admiratifs, effectivement, devant la conquête de Toulon et de Marseille, en un temps record, finalement, en dépit de pertes très lourdes. Hein. De Toulon, c'est à peu près 2700 hommes de l'armée de Latte qui ont été mis hors de combat. Ils sont quand même admiratifs de la façon dont les choses ont été menées, et ça ne va pas peu contribuer au fait que la France se retrouve à la table des vainqueurs au printemps 1945. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, photo bien connue, défilé du 29 août sur le Vieux-Port, les Goumes, reddition allemande en bas, le premier numéro du Provençal, hein, qui célèbre les vainqueurs, et on voit que De Gaulle, évidemment, est mis sur le même plan que Roosevelt, Churchill et Staline. C'est tout à fait normal. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Je vais terminer cet exposé sur lequel, et je reviendrai évidemment volontiers sur tous les points que vous le souhaitez, si je peux y répondre. Cette bataille de la Libération, elle a été chez nous aussi coûteuse qu'ailleurs. Certains monuments, vous le savez, le rappellent. Vous avez là l'un des plus beaux monuments aux morts que je connaisse dans la région, qui est le monument de Gemnos, où l'on voit, alors d'un côté, il y a les poilus de 14 et de l'autre, un soldat débarqué et un résistant. Et puis, on l'a vu à Marseille, on le voit à Nice également, parmi les combattants de la résistance, il y avait des étrangers. Or, à la Libération, il va sans dire qu'il y a beaucoup de ressentiment contre les étrangers qui ont collaboré, car il y en a eu qui ont collaboré, bien entendu, notamment dans l'immigration italienne. Et donc, la résistance tient à rappeler, par ce tract que vous avez là, qu'un certain nombre de ces immigrés sont morts pour la France dans la région du Sud-Est, et il donne un certain nombre d'exemples. Cotte était le responsable technique des FTP-MOI à Marseille, Carrara était un jeune résistant FTP-MOI d'origine italienne du Var montant les Basses-Alpes, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. La région et tout le littoral est ravagé. Vous avez là des vues du port de Toulon, qui a été évidemment, par suite des bombardements et des combats de la Libération et du minage du port, l'une des villes les plus sinistrées de la région. Et il y a même une brochure, vous voyez, dont j'ai retrouvé un exemplaire un peu abîmé, mais enfin, qui est assez significative, sur les ravages des opérations sur notre région, qui est largement défigurée par la guerre, elle aussi. Diapo suivante. Les batailles de Marseille et de Toulon ont donné lieu à des défilés dès le 27 août à Toulon, dès le 29 août à Marseille. Et la consécration, c'est la venue du général de Gaulle dans les deux villes, le 15 septembre 1944. Vous le voyez défiler avec Raymond Aubrac à ses côtés. La flotte française libre est rentrée dans Toulon le 13 septembre. Le 15 septembre, les bateaux peuvent rentrer dans le port de Marseille. Et j'ai dit quelle était l'importance de ces deux ports, surtout le port de Marseille, bien entendu, pour l'armée américaine. C'est à côté de Marseille que les Américains vont construire la plus grande base d'approvisionnement en hommes et en troupes d'Europe. C'est sur l'emplacement de la gare TGV d'Aix-en-Provence jusqu'à Plan de Campagne que cette base va être construite, qu'elle va fonctionner. C'est une véritable ville, 40 km de route, tout ce que vous pouvez imaginer, des dizaines de milliers d'hommes. Près de la moitié de l'approvisionnement en matériel de l'armée américaine pendant la bataille des Ardennes, c'est-à-dire à la fin 1944, va passer par Marseille et par ce centre d'approvisionnement, qui est un élément central de ce qu'on appelle la Delta Base. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et puis,
Et puis, souvent, on dit commémoration du débarquement. Non, ce qu'on commémore, c'est la libération. Et la libération, c'est évidemment le rétablissement de la démocratie, le rétablissement de la République. Et là, c'est quelque chose évidemment essentiel. Les résistants français, comme les résistants ukrainiens d'ailleurs aujourd'hui, comme les résistants, une partie au moins des résistants italiens, non seulement entendaient libérer leur pays, mais ils entendaient rétablir les libertés. Et les libertés, ça s'appelle la démocratie, et les libertés et la démocratie, ça s'appelle en France la République. Et donc, parmi les premiers gestes que les résistants, soutenus par la population, par la grande majorité de la population, ce qu'ils font, ils ressortent le buste de Marianne, que Vichy avait fait briser ou fait enlever au moins. On déboulonne comme là, le garde champêtre de Roquebrune-sur-Argent qui brandit la Marianne, qu'on a sorti du placard, évidemment. Au-dessus, c'est ailleurs, des soldats qui déboulonnent l'avenue Maréchal Pétain. Et puis, vous avez le très beau monument de Barjol, qui était le monument consacré à la résistance républicaine au coup d'État du 2 décembre 1851, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et comme à Ops, comme à Cré dans la Drôme, les résistants de 1944 se sont aperçus qu'ils avaient eu des ancêtres à travers ces républicains de 1851. Et par conséquent, le monument de ces républicains de 51 est devenu ipso facto le monument à la résistance. Et puis une dernière diapo, je crois, me semble-t-il, et je m'arrêterai là, c'est quelque chose qui est peu connu, c'est qu'il y a eu à la libération, si vous voulez, en dépit de conditions de vie qui sont catastrophiques, il y a eu une immense espérance sur l'avenir. Immense espérance. Elle va être déçue, bien sûr, toujours déçue, mais classique, mais il y a une immense espérance. Et donc, on établit des cahiers de doléances. Mais ces cahiers de doléances, dont vous avez un plan, le plan qui est distribué dans le Vaucluse pour les établir, il faudrait le détailler tellement c'est intéressant. Ces cahiers sont passionnants parce que ce sont moins des cahiers de doléances, des cahiers d'espérance. Ce sont toutes les aspirations des populations, y compris les aspirations les plus élémentaires qui sont exprimées. Et en détaillant, vous le verrez, si vous avez le temps de lire, le cahier manuscrit du petit village de Péruis dans les Basses-Alpes, où à la fois de grandes proclamations sur le rétablissement sans restriction de toute liberté, c'est le premier point, ça on le retrouve partout. Vous avez également des choses beaucoup plus triviales peut-être pour nous, mais qui sont essentielles pour les gens de l'époque. Installer l'eau courante, installer l'électricité, rétablir les transports, enfin, faire en sorte que les ruraux aient le même niveau de vie, le même niveau de confort que les citadins. Ça va paraître drôle, un petit peu déconnecté des choses, mais ces cahiers, c'est une mine d'informations et en même temps, ils sont extrêmement significatifs de tout ce que la libération a représenté pour la population de l'époque. Et je m'arrête là parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé l'heure et que sans doute vous avez des questions à poser. Merci, Monsieur Guillon. On va attendre qu'il n'y a pas eu de question dans le chat. Alors, il y avait une petite question, mais vous y avez répondu lorsqu'en introduction. Maurice, vous l'avez clairement nommé, donc je pense que vous avez répondu à... Je peux y revenir. C'était la 36e division américaine qui avait en charge le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël. Elle a débarqué au Dramont et puis dans les criques de Haguet en Théor, et elle devait débarquer à Fréjus. Et les éléments qui devaient débarquer à Fréjus n'ont pu avancer à cause du minage de la plage, et ils ont été détournés vers le Dramont. La conséquence, c'est que le 15 au soir, nous avons deux têtes de pont. Une tête de pont principale
qui part de Sainte-Maxime jusqu'au Lavandou, et une tête de pont secondaire qui couvre l'est de Saint-Raphaël, donc une partie de l'Estérel. Les deux têtes de pont vont se rejoindre le 16, avec la conquête définitive de Saint-Raphaël et de Fréjus, et le 16, cette tête de pont rejoint les troupes aéroportées. Merci. Nous avons une question concernant les GUMS. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, que vous avez évoqué. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, plus? ce sont des unités marocaines spéciales de troupes de montagne, extrêmement rustiques et courageuses. Elles ont été utilisées, elles ont été utilisées par les Espagnols de Franco au moment de la guerre d'Espagne. Elles sont utilisées, enfin, pour la partie espagnole du Maroc. Elles sont utilisées par les troupes françaises. En tout cas, elles vont jouer un rôle tout à fait important. Elles sont associées à la 3e division d'infanterie algérienne de Montsaber. Elles ont joué un rôle tout à fait important dans les batailles d'Aubagne et dans l'encerclement de Marseille. Ce sont des unités redoutables. Et certainement dans les pertes françaises, du côté français, dans la bataille de Marseille, ce sont ces unités-là qui ont le plus perdu d'hommes. Merci. On a également une question de Quentin Labasque qui vous demande est-ce qu'il y a une spécificité ou des spécificités provençales dans la résistance, peut-être par rapport à son intensité, au nombre de combattants, au type d'opération ou pas? Alors, ça demanderait un développement un peu long, on va essayer de le réduire. Pour aller très vite, les spécificités de la résistance provençale, c'est d'abord sa précocité. Et c'est quelque chose qui est très mal connu et qu'on s'efforce de faire en connaître, mais c'est pas simple. Marseille est la première capitale de la résistance. Vous savez, alors, on met des guillemets à capitale de la résistance, hein, on n'est pas, mais simplement, ça renvoie à cette expression Lyon, capitale de la résistance. C'est tout à fait légitime. En 1942, Lyon devient capitale de la résistance, au moins pour la zone libre, en 1942, parce que Jean Moulin, qui a été parachuté dans les Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, demain, on inaugure à Oreille une stèle sur l'emplacement où il a été parachuté, et je me réjouis de l'avoir fait connaître parce que par hasard, j'ai trouvé un document qui a pu en apporter la preuve. Jean Moulin a transporté son état-major, son QG, son petit QG à Lyon. Et à partir de ce moment-là, tous les mouvements de résistance de zone sud avaient leur centre de commandement à Lyon. Mais avant Lyon, c'est Marseille. Tout démarre, grande partie de la résistance en zone sud démarre par Marseille. Notamment le mouvement combat, qui est le principal mouvement de résistance de zone sud, c'est à Marseille finalement qu'il naît. Bref, je pourrais donner d'autres éléments. Ça, c'est une première caractéristique qui n'est pas négligeable. Deuxième caractéristique, c'est la densité des réseaux de renseignement. Vous trouverez ça également en Normandie. Bon, la région est stratégique, je l'ai dit, et par conséquent, Britanniques et Américains, très tôt, implantent des réseaux de renseignement qui sont, comme je l'ai dit également, un aspect peu spectaculaire et souvent oublié de la résistance, mais qui jouent un rôle tout à fait considérable et qui ont eu des pertes qui ont été particulièrement pourchassées par la répression allemande, cela va sans dire. Troisième caractéristique, c'est la densité des maquis. Parce qu'on parle, et à juste titre, de maquis dans le Limousin, en Dordogne, en Savoie, etc. C'est normal et ils ont une ampleur parfois beaucoup plus grande que celle que nous avons eue en Provence. Mais en Provence, il y a eu, à la même époque, des maquis dans des conditions de ravitaillement en particulier qui étaient particulièrement difficiles et qui ont joué un rôle tout à fait essentiel. Le principal de ces maquis s'appelle la première compagnie FTP de Provence, dont l'histoire est une véritable épopée, puisqu'elle est née dans le massif des Morts à la fin du printemps 1943, que par suite de la répression allemande, des difficultés de ravitaillement, elle se déplace dans le centre-Var à l'automne 1943, et qu'elle va finir par migrer dans les Basses-Alpes en février-mars 1944. Vous voyez, c'est une espèce de longue marche provençale qui est opérée par cette première compagnie
qui a subi des pertes considérables, et cette compagnie, elle va servir à la formation des cadres d'à peu près tous les maquis FTP de la région, qui sont des maquis extrêmement nombreux. Dernière caractéristique, c'est le 6 juin 1944, c'est ce vaste mouvement insurrectionnel, mais je l'ai évoqué et je n'insiste pas plus, sauf si vous le souhaitez. Merci. Alors, on a également une question de Monsieur Guéraldi concernant les prisonniers allemands. Est-ce que, il y a eu beaucoup de prisonniers allemands à l'issue de la libération en Provence et que sont-ils devenus? Alors, dès qu'on me demande des chiffres, je suis toujours très embarrassé parce que nous n'avons pas de chiffres précis. Hein. C'est pareil pour les pertes allemandes. Bon, dans les batailles de Toulon et Marseille, combien les Allemands ont perdu d'hommes? Entre 5 000 et 10 000 probablement. On estime le nombre de prisonniers allemands à environ 15 à 17 000. Bon. Les pertes françaises, on n'est pas mieux connu, on n'est pas mieux renseigné sur les pertes de l'armée française. J'ai donné le chiffre de 2700 hors de combat, hein, hommes donc blessés et tués pour la bataille de Toulon, mais on n'a aucun chiffre précis, et c'est pareil pour la bataille de Marseille. Il n'y a que pour les FFI où là j'ai compté les choses une à une, où on est arrivé, les FFI perdent à peu près 300 hommes dans les Bouches-du-Rhône dans les combats entre le 15 août, le 15 et le 28 août, et dans le Var on est à peu près à 200 hommes, hein, vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Là je peux donner des chiffres un peu pas précis, mais pour le reste je ne peux pas. Bon, 17-18 000 prisonniers allemands qui vont être regroupés dans des camps, bien entendu, à Sainte-Marthe en particulier, mais qui vont être regroupés ensuite en grande partie dans ces bases américaines, où ils vont travailler tout ce dont les Américains ont besoin pour approvisionner leurs troupes, transbordement, etc. Un certain nombre d'entre eux vont être employés ensuite par exemple dans les mines des Basses-Alpes, dans des fermes. On va avoir ils ne commenceront véritablement à être démobilisés, libérés qu'à partir de 1947. Ok, merci. On a une question concernant l'ancienne. Allez-y, monsieur Guillaume. J'oubliais, on les a beaucoup utilisés au déminage. Il y avait, comme vous l'imaginez, dans le seul département du Var, on estime qu'il y avait 600 000 mines qui ont été posées. Donc vous imaginez pas ce que ça pouvait représenter. Bon, vous comprenez pourquoi on les a utilisés au déminage. Inutile de dire que, alors là, je n'ai pas les chiffres, mais ils ont eu pas mal de pertes dans cette opération. Voilà, le petit complément que je voulais faire. Merci. Oui, donc on a une question de Madame Boudon qui vous demande est-ce que vous connaissez vous nous en dire plus sur le rôle de l'ancien député sénateur et maire du Puy-Sainte-Tréparat, de Louis Philibert, donc ancien résistant. Oui, bien sûr. Sur le pays d'Aix. Oui, bien sûr. Louis Philibert était jeune résistant, comme vous le savez. Il a appartenu, c'est le cas de la résistance du pays d'Aix et d'une grande partie de la résistance en Provence au mouvement Combat, qui avait été fondé par Henri Freinet à partir de Marseille et des camps de Fréjus dès 1940. Et il était l'adjoint du responsable de secteur du mouvement Combat, qui était un directeur d'école qui s'appelait Francky. Et comme dans une partie de l'arrière-pays provençal, et notamment dans la région d'Aix, mais également dans le centre-Var, le mouvement Combat a créé évidemment des éléments destinés à combattre au moment de la libération dans quelque chose qu'on appelle l'armée secrète. Et ces éléments de l'armée secrète sont passés sous le commandement d'une organisation de résistance tout à fait importante dans la région, la plus tardive, mais elle est importante, qui est l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Alors, cette organisation de résistance de l'armée, elle est importante dans la région parce qu'elle va être créée par des officiers qui encadrent les écoles de Saint-Cyr et de Saint-Mexan qui ont été repliées à Aix-en-Provence.
Et c'est l'un des instructeurs de Saint-Cyr, le capitaine Lécuyer, qui va être le chef régional de l'Ora. L'armée secrète était composée souvent de civils. Et donc, lorsqu'ils ont vu arriver des militaires, même s'ils avaient quelques préventions pour ces militaires qui avaient été fidèles au régime de Vichy jusqu'en novembre 1942, ils étaient contents quand même d'avoir des spécialistes qui puissent les encadrer. Et donc, c'est la raison pour laquelle les groupes de l'armée secrète sont passés sous l'égide de l'Ora. Et donc, Louis Philibert est devenu, comme Francky, un des éléments de l'organisation de résistance de l'armée. Il a participé, par conséquent, à toute la mobilisation de la résistance en été 1944 et à la libération, bien sûr. Non, il a été un résistant, comme il y en a eu tant d'autres comme lui, certainement, résistant courageux. Merci. Monsieur Bellec vous pose la question suivante. Quel type de combats ont conduit à la libération des villes de Marseille et Toulon? Il rajoute, on a du mal à imaginer des convois de blindés. Alors, les blindés étaient bel et bien présents. C'était des unités relativement légères qui appartenaient à la première DB, première division blindée. La première division blindée, ça a été la première grande unité française à débarquer le 15 août au soir, quand les combats étaient finis, sur la plage de Lanartel. C'était les unités du colonel Sudre. Et ces unités qui avaient été affectées à l'armée américaine, qui ont participé aux côtés de l'armée américaine à la libération du centre-Var, ont été repliées sur Marseille et vont participer à la bataille d'Aubagne. Et vont accompagner d'ailleurs les tirailleurs algériens dans l'avancée dans Marseille et vont participer, ces éléments vont participer à la bataille de Notre-Dame de la Garde également. Et puis il y avait d'autres unités motorisées, blindées, qui elles accompagnaient la 9e division d'infanterie coloniale et qui ont dégagé la route, si vous connaissez la nationale qui conduit à Toulon par Soliès, La Valette. Et c'est la raison pour laquelle un élément avancé d'ailleurs de ces unités blindées s'est retrouvé encerclé dans La Valette entre le 22 et le 23 août, si je ne me trompe pas, ou le 21, non, le 22 et le 23 août, je crois bien, dans la Valette, parce que entre-temps, les défenses allemandes avaient pu couper la circulation entre La Valette et la Farlède. Bien entendu, ces unités blindées n'étaient pas seules, elles étaient accompagnées d'unités spéciales, on l'a vu pour les Goumiers à Marseille, et c'est le cas aussi des bataillons de choc à Toulon ou des commandos d'Afrique. Par exemple, les commandos d'Afrique, ce sont eux qui s'emparent du fort du Coudon. Si vous connaissez Toulon, vous voyez bien cette haute montagne, cette masse rocheuse qui domine Toulon-La Valette. Fort de Coudon est pris par les commandos d'Afrique. Donc, à côté évidemment de ces unités motorisées, il y avait des éléments légers, des éléments d'infiltration et puis des troupes d'infanterie classiques qui vont mener des batailles très très dures. L'une des batailles les plus dures dans Toulon, c'est la prise de l'arsenal maritime, bien entendu, et notamment le fort de Malbousquet, qui a été pris uniquement le 26 août, où s'étaient retranchés près de 2000 Allemands, et là, les combats ont été menés par les tirailleurs sénégalais. Merci. Une question sur alors vous l'avez brièvement évoqué parce que vous avez parlé des troupes halogènes, il me semble, mais le rôle des Arméniens en fait dans les opérations en Provence. Alors les Arméniens, on les retrouve comme tous les étrangers qui sont présents d'origine étrangère, qui sont présents dans la région, on en trouve dans la collaboration. Le premier condamné à mort et fusillé, condamné à mort par la Cour de justice de Marseille et fusillé est un Arménien. Et on voit bien qu'au sein de la communauté arménienne de Marseille, il y a des règlements de compte assez sévères au moment de la libération entre ceux qui ont choisi les Allemands et ceux peu nombreux qui ont choisi la résistance. La résistance arménienne, elle forme l'un des éléments des FTP-MOI à Marseille et également sur le littoral jusqu'à Nice, là où il y a évidemment une présence arménienne. Ces Arméniens vont jouer un rôle tout à fait important, comme je l'ai dit, dans le contact avec les troupes arméniennes qui se trouvent au sein de la 242e division allemande qui occupe le département du Var.
Et les contacts sont allés très très loin, puisque les FTP-MOI avaient prévu de faire déserter une partie de la garnison du Lavandou le 14 juillet 1944. Tout était prêt. Ils avaient même installé un maquis relais à La Roquebroussanne, au centre-nord, près de Brignoles, maquis FTP-MOI, car ces troupes devaient partir en camion et être dirigées ensuite sur les maquis basalpins. L'affaire n'a pas eu lieu pour des raisons qui m'échappent ou que je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été inventée? Est-ce qu'ils se sont dégonflés? Enfin, je ne sais pas du tout. En tout cas, ça a été poussé très très loin. Et bien sûr, si je le dis, j'en ai la preuve. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté et que je rapporte. J'ai des éléments précis pour le confirmer. Et au moment de la libération, d'une part, ces troupes arméniennes qui se trouvaient dans le secteur le Rayol, le Lavandou, Carqueiranne, hier, n'ont pas opposé une forte résistance et même, comme je l'ai dit, certains de ces éléments ont combattu aux côtés de la résistance locale. Si vous allez au cimetière de Hyères, au très beau cimetière de la Ritorte à Hyères, vous verrez au fond du cimetière un monument qui a été consacré aux Arméniens morts pour la libération de la ville. Merci. Alors, je vais lire la question de Quentin Labasque. Vous parliez des objectifs stratégiques différents des Anglais. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait un vrai jeu politique entre les Alliés et des tentatives de déstabiliser la France ou profiter d'une situation difficile pour la fragiliser dans le futur jeu politique d'après-guerre, ou s'il y avait un véritable esprit d'unité? Là, il faudrait sonder le cerveau de Churchill, mais je crois qu'on n'a plus le temps. Donc, que du côté britannique, on ne soit pas mécontent de retrouver une France relativement affaiblie après la libération, c'est pas impossible. Pas tous les Britanniques, certainement. Mais je ne pense pas que ce soit prioritaire. Non, la priorité des Britanniques, c'est d'abord, c'est le vieux. Churchill est un homme du 19e siècle, il ne faut pas l'oublier. Le rêve des Britanniques, c'est le contrôle de la route des Indes. La route des Indes, c'est le canal de Suez. Et donc, contrôler les Balkans et la Grèce. Et on verra bien leur investissement qu'ils feront en Grèce et l'investissement qui aura une responsabilité dans le déclenchement de la guerre civile en Grèce un peu plus tard. Donc l'objectif, il est là. Probablement aussi penser, les Britanniques pensaient-ils qu'en poussant vers l'Italie, on pouvait atteindre plus rapidement le cœur du Reich. Ceci étant, les Américains étaient échaudés parce que les opérations qu'ils avaient menées avec les Britanniques sous commandement britannique en Italie elles étaient quand même très dures, et puis elles n'avaient pas été particulièrement concluantes. Par conséquent, ils n'ont pas été convaincus du tout par les arguments britanniques. Les Américains, il ne faut pas oublier que les Américains n'ont toujours pas reconnu au 15 août le gouvernement provisoire de la République française. De Gaulle a transformé le Comité français de libération nationale en gouvernement provisoire de la République française, qui a été reconnu par les Britanniques, qui a été reconnu par les nations alliées, sauf les Américains. Les Américains mettront encore un peu de temps à le reconnaître. Donc, voilà, il y a le jeu politique, il y a après une unité réelle sur le terrain, c'est vrai aussi. Bon, ceci étant, lorsqu'on parlait avec Raymond Aubrac nous disait « ouais, mais moi je suis arrivé en Provence avec un ordre de Gaulle, c'est surtout de m'opposer à l'administration américaine. » La grande crainte de De Gaulle et des résistants d'ailleurs, pas des résistants qui étaient fermés, c'était que les Américains mettent en place une administration militaire comme en Italie, l'AMGOT, ce qu'on appelait l'AMGOT. Alors De Gaulle, en allant à Bayeux, avait réussi à contrecarrer ses projets éventuels en Normandie. En Provence, en réalité, c'est fini.
Il n'y a aucune tentative d'ingérence dans la vie interne du pays en Provence. Les troupes américaines passent et laissent le pouvoir à la résistance et aux éléments politiques qui arrivent par la suite. Ok, mais merci. Philippe Guédu qui vous pose la question, est-ce qu'il y a une articulation entre les cahiers de doléances qui ont été présentés et que vous avez qualifiés de cahiers d'espérance avec le programme du Conseil national de la résistance? Oui, bien sûr. Alors là c'est un thème qui reste à travailler. Je suis, alors c'est pas pour rouler les mécaniques, mais je suis le premier historien pratiquement à m'être intéressé à ces cahiers de doléances dont personne ne parle, et avant même qu'il y en ait d'autres un peu plus tard. Et ces cahiers de doléances, ils sont directement liés évidemment au programme du CNR. Alors, ils le sont, pourquoi? Parce qu'en réalité, bon, le programme CNR, vous savez, entre nous soit-il, une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il a été imprimé en grande partie à Toulon. C'est une imprimerie qui s'appelle Lyon et Azaro, qui, dans la clandestinité, au mois de mai 1944, hein, le programme est de mars, il faut quand même un peu de temps, au mois de mai, le diffuse. Mais évidemment, les événements arrivent, donc le programme du CNR, il n'est pas connu avant la Libération. Il est popularisé à la Libération par les comités départementaux de Libération. Et bien sûr, les cahiers de doléances vont reprendre leur première partie un grand nombre des points qui se trouvent dans le programme du CNR. Mais pour moi, enfin je pense pour les historiens, c'est pas ça qui est le plus intéressant, parce que le programme du CNR, il est formaté, il est connu. Bon, ce qui est intéressant dans ces cahiers, c'est toutes les revendications locales. D'abord, c'est la liberté de ton des cahiers. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais vous faire rire en dépouillant le cahier de Bédouin dans le Vaucluse. Le sentiment démocratique est tel qu'on a même dans le cahier ajouté, à propos du vote des femmes, qu'une dame s'était opposée au vote des femmes en estimant qu'elle n'était pas mûre politiquement pour voter. Donc, vous voyez, le souci de démocratie est allé jusque-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette expression d'une démocratie locale et des besoins locaux. Ça fait rentrer vraiment dans la vie de l'époque, qui est finalement, ce sont les réalisations que l'on va avoir dans nos communes sous la 4e République, le tout à l'égout, l'électrification, l'adduction d'eau, enfin, tout ce qu'on a connu, cet accès au confort que l'on trouve exposé comme avenir radieux dans ces cahiers. C'est assez formidable. Mais en même temps, il y a un souci, évidemment, d'expression démocratique, de rétablissement de la démocratie, ça va, c'est évident. Dans le cahier de Péruise que j'ai publié, vous verrez qu'en deuxième point, il y a la retraite pour les travailleurs qui arrivent, qui arrivent en bonne position. Merci. Monsieur Cabriel vous demande s'il est resté des poches de résistance allemande en Provence longtemps après le débarquement, comme ça a été le cas sur le littoral atlantique. Alors, deux points là-dessus. D'une part, il est évident que lorsque Hitler donne à ses hommes, dès le 9 août, l'ordre de résister à Toulon et à Marseille jusqu'à la dernière cartouche, l'idée, c'est, en cas de débarquement, de constituer autour de ces deux villes, essentielles stratégiquement, notamment le port de Marseille, des poches comme il y en a eu en Atlantique. Or, l'extrême réussite du débarquement et de l'offensive menée par la première armée de Lattre sur Toulon et Marseille empêche la constitution de ces poches. C'était un projet allemand. Le succès des troupes débarquées et de l'armée de Lattre l'a empêché. En revanche, ce qui est souvent ignoré, enfin ignoré de l'historiographie générale et ignoré dans notre région, c'est que les combats dans notre région se poursuivent jusqu'en avril 1945 sur la frontière des Alpes. Dans les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, on va se battre jusqu'à la fin avril 1945. Et les combats, la dernière localité, la dernière ville de notre région à être libérée, c'est Briançon.
Briançon, qui a été libéré dans un premier temps par l'arrivée d'éléments avancés américains et par les résistants, mais qui a subi une contre-offensive allemande qui a repris la ville, et Briançon ne va être libéré que par les troupes françaises, en particulier les troupes de l'Empire colonial, vers de mémoire, je crois que c'est vers le 9 ou le 10 septembre, je vous dis ça de mémoire. Mais on va se battre, et ce combat va être mené par les résistants dans un premier temps, puis par les Américains, puis au printemps 1944 par la première EDFL, sur nos frontières, sur les frontières des Alpes, jusqu'en avril 1945. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à poser les questions ou lever la main si vous avez des questions. Moi, j'avais une question, Monsieur Guillon. Je voulais savoir, je ne crois pas que vous en ayez parlé, ou alors je voulais connaître le rôle de la ligne Maginot des Alpes dans la libération de la Provence. Alors, la ligne Maginot des Alpes, elle a joué aucun rôle dans la libération, sinon qu'elle a été un obstacle, puisque, évidemment, un certain nombre de ces points fortifiés avaient été sous contrôle de l'armée allemande, et par conséquent, ça lui sert à résister, notamment la bataille la plus dure qui va être livrée sur cette frontière, c'est la bataille de Lotion à la fin de l'avril 1945. Elle est menée par la première TFL, elle est très très coûteuse, et je crains que les éléments de la ligne Maginot plus servis aux Allemands à se protéger de l'offensive qu'aux Français. Mais je suis pas Ils n'ont pas ralenti. Je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais enfin, non, la ligne Maginot n'a pas servi. Elle a servi au moment de l'offensive italienne. N'oubliez pas que les Italiens sont rentrés en guerre le 10 juin 1940. C'est ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos, ce qui va contribuer à accroître le fossé entre Italiens et Français, y compris dans notre région. Et là, pour le coup, la ligne Maginot des Alpes a tenu, puisque les avancées italiennes sont extrêmement faibles, et la seule ville qu'ils parviennent à conquérir à moitié, c'est Mantoue. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Apparemment, vous avez été très clair et vous avez répondu dans votre présentation à pas mal d'interrogations. Je pense qu'on peut clôturer cette conférence. Ah, attendez, non, c'est des remerciements qui arrivent. Voilà, vous pourrez les lire à l'issue je vous enverrai voilà, tout le chat et les échanges qui ont eu lieu par écrit. Merci à tous. Merci, Monsieur Guillon. Merci à vous. J'étais ravi de pouvoir échanger de cette façon-là. Et alors moi, je vous rappelle simplement que la prochaine conférence à avoir partagée aura lieu le 26 septembre sur le thème de la mobilité. Donc, quelle transition pour nos mobilités d'ici 2050 par Aurélien Bigot. Voilà, donc rendez-vous en tout cas pour ces questions-là le 26 septembre. Merci encore, Monsieur Guillaume. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.